Alors maintenant qu'on a fini le Ménec ouest, on va passer à l'interprétation de Ménec est. Alors je pense que les gens qui construisaient Ménec ont commencé par fabriquer un petit tertre de 100 mètres de long, le long de la ligne CD, ici, et à peu près 2 mètres de haut, et ils ont planté des piquets au bout des rangées pour pouvoir faire des mesures vers l'est. Alors première constatation, l'axe du Cromwell d'est forme un angle de 60 degrés par rapport à la ligne qui passe par le centre. Et ce 60 degrés, vous avez vu tout à l'heure que c'était l'angle de l'écliptique avec l'équateur galactique. Donc c'est deuxième valeur importante et deuxième valeur mythologique. Donc j'ai mesuré l'azimut de visée de la rangée 1, c'était 65, c'est 65,5. Alors, on va faire comme pour le précédent, on va tracer le graphique de l'angle azimut par rapport aux rangées. Et on trouve quelque chose qui est à peu près linéaire. Ici, toujours pareil, les rangées 11 et 12 sont mal définies, mais on peut tracer une droite qui est la droite de régression, la droite moyenne des angles des rangées en fonction de l'azimut, en fonction du numéro des rangées. Alors pour la première rangée sur cette droite, on trouve environ 65,5 et là pour le dernier, on trouve 62,8. Alors voilà ce que ça donne. La rangée 1 ici 65,5, 62,8. Alors on va voir quelles sont les étoiles qui se lèvent dans ces directions à l'époque de 4400 avant Jésus-Christ. Et alors on trouve de suite que à cette époque, c'était l'étoile Castor Alpha Gem de la constellation des Gémeaux qui se lève exactement à 62,8 degrés. Puis on regarde sa collègue, Pollux, Castor et Pollux, qui est la deuxième étoile importante des Gémeaux. Elle se lève vers 65,5 dans l'Est. Et alors si on fait la différence entre les deux, on trouve 2,7 degrés. Et si on fait la différence des angles azimut des 12 rangées, les premières et dernières, on trouve aussi 2,7 degrés. Donc on valide l'hypothèse que la rangée 1 définit le lever de Pollux vers l'est et la rangée 12 définit le lever de Castor. Bon, et maintenant il faut définir à quoi servent les autres rangées. Alors comme ces rangées convergent, de suite on pense au lever du soleil. Mais il y a un petit problème, c'est que si on divise 2,7 degrés par 11, on trouve 0,5 degré. Or, on sait que chaque jour, le soleil se lève avec une différence d'angle de 0,5 degré en azimut vers l'est. Donc c'est le double des rangées. Alors on imagine de suite qu'ils ont effectué les mesures avec une rangée sur deux pour que ça fasse 0,5 degré pour avoir les levées de soleil consécutifs tous les jours. Alors voilà ce qui se passe. Ils ont mesuré les levées du soleil pour les rangées impaires, ici, avec la première rangée qui vise le lever de Pollux, entre le 8 et le 13 juin, c'est-à-dire le soleil montant vers l'été. Et pour les rangées paires, ils ont mesuré l'azimut du lever du soleil entre le 9 et le 14 septembre dans le sens descendant. Et alors si on mélange les deux valeurs, les paires et les impairs, à ce moment-là, on trouve une série de 12 rangées qui coïncident parfaitement avec les angles des rangées. Alors voici ce que les calculs montrent. Ici, vous avez en rouge les azimuts de lever du soleil et en vert, vous avez la droite moyenne des azimuts, de l'évolution des azimuts des rangées. Et vous voyez que ça coïncide rigoureusement parfaitement. Ici, vous avez Pollux, là c'est Castor, Pollux, Castor, pour les rangées paires et impaires. Donc, ça, une fois de plus, ça valide l'interprétation par le Soleil et par le Castor et Pollux des rangées de Ménec est. Alors, une fois qu'on a fini le Ménec, on va passer aux alignements de Kerr-Mario. Alors, ils sont plus longs. Il y a à peu près le même nombre de menhirs, mais ils sont beaucoup plus longs. Mais malheureusement, ils ont été extrêmement dégradés
avec le temps. Vous voyez ici, on a construit une maison au milieu des menhirs, tranquille. Ici, c'est un mini-golf. Voilà. Donc la route, pareil, qui a bousillé les rangées 11 et 12. Ici, il y a de la forêt. Là, il y a de la forêt. Et quelque part par là et par là, il y a un grand menhir qui va définir des directions intéressantes. Donc, ces alignements sont difficiles à interpréter parce que donc ils ont été très dégradés. Alors voici le schéma de Thom que l'on divise en plusieurs parties. Ici, vous voyez, ça c'est la partie ouest et il y a une certaine évolution comme ceci vers le nord. Il y a un virage. Ensuite, les rangées deviennent plus ou moins droites. Thom a trouvé qu'il y avait des rangées dans un autre sens vers le milieu. Et ensuite, il y a d'autres directions qui sont définies par deux grands menhirs qui se trouvent à l'est. Et alors, il a trouvé aussi qu'il y avait une rangée ici qui était parallèle à ces rangées. Alors, ces premières rangées, on les a identifiées comme étant ayant été créées à la même époque que le Ménec. Donc la partie ouest, juste avant le virage, et la partie intérieure. Et alors, en travaillant un peu, on s'aperçoit que la rangée qui est ici est parallèle à celle-ci. Comme ça. Ça, c'est Thom qui l'avait déterminé. Donc, on peut imaginer qu'il y avait, au départ, 12 rangées parallèles entre la partie centrale et la partie ouest. Et ces 12 rangées parallèles, vous voyez, donc c'était les premiers aliments de Kermario étaient certainement ces 12 rangées. Ensuite, au cours du temps, ils ont démonté les menhirs et ils les ont replacés dans d'autres directions en fonction justement de la précession, de la variation de direction des étoiles qu'ils visaient. Alors, pour la première partie ouest, on trouve que l'azimut, c'est 66 degrés, c'est la même exactement que celle de Ménec-Est, et ça correspond au lever de Pollux en 4400 avant Jésus-Christ. Et voici le lever de Pollux à 66 degrés, donc ça correspond à cette valeur. Donc c'est très intéressant et c'est bon. Ensuite, on passe à la deuxième partie. À ce moment-là, les constructeurs de Kermario ont démonté les premiers alignements et les ont alignés sur d'autres choses. Alors ça s'est passé plus tard, en 4100 avant Jésus-Christ, et à ce moment-là, on trouve plusieurs alignements qui correspondent au lever de Castor, mais en 4100 avant Jésus-Christ, pour un azimut de 60 degrés. Et à ce moment-là, vous avez le lever de Castor vers l'azimut de 60 degrés. Et pour le dernier, à ce moment-là, ça tourne encore. Ce sont les deux grands menhirs qui donnent l'alignement. Et on trouve pour un azimut de 57 degrés une valeur qui correspond à 3700 avant Jésus-Christ, donc c'est beaucoup plus tard. Et ça correspond aussi au lever de Castor. Donc on finit l'alignement de Kermario qui est vraiment très dégradé. Alors après, nous allons passer aux alignements de Kerlescan. Alors le Kerlescan, c'est un tout petit, c'est beaucoup plus petit que les autres. Il est très trapu et il est aussi très dégradé. Alors on arrive péniblement à trouver qu'il y a plusieurs rangées parallèles et une autre dans une autre direction. Alors si on trace ces lignes, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs rangées parallèles, comme ça, et l'autre ici. Alors j'ai imaginé que celle-ci visait vers l'est, le lever, et celle-ci vers le coucher. Alors, comme ça donne un azimut de 96 degrés pour les premières et de moins 96 pour les secondes, j'ai regardé sur la carte du ciel à l'époque, et en 4400, on s'aperçoit que ces valeurs de cette direction des rangées tombent pour les levers et couchers de la supernova que vous avez vu tout à l'heure, de l'étoile qui est précédant la supernova. Et alors, donc, ça valide l'hypothèse du grand menhir, et c'est la première fois où on a une validation de cette. Donc ça avait beaucoup intrigué les anciens, les constructeurs des aliments du Ménec, et ils avaient fabriqué un
des alignements, les alignements de Kerlescan, spécialement justement pour cette étoile variable. Quand on a fini le Kerlescan, on peut passer au petit Ménec. Alors le petit Ménec, ça a un ennui, c'est parce qu'il se trouve dans la forêt. Il y a des arbres et on ne peut pas avoir les photos par avion ou par satellite des menhirs comme tout à l'heure avec Google Earth. Alors j'ai utilisé les relevés très précis de l'association Kercal, qui a aussi bien relevé celui de Kerlescan que celui du Petit Ménec. Et eux aussi, ils ont montré qu'il y avait un cromlech au nord de Kerlescan qui est de la même nature que les précédents, mais celui-là est orienté vers l'est. Donc, c'est la troisième direction privilégiée, c'est vers l'est, vers le lever. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe pour le Petit Ménec? On trouve qu'il y a 3 directions principales. Une seule rangée pour cette direction, plusieurs pas très bien conservées pour celle-ci, et aussi par là. Alors, quelles sont ces rangées? Alors, quels sont les azimuts? Alors, le premier, c'est facile. On trouve que l'azimut de la première rangée, c'est 96, et prolonge les rangées de Kerlescan. Donc, c'est le lever de M1, le lever de l'étoile supernova vers l'est. Donc, c'est une troisième vérification, comme quoi les anciens étaient très intrigués et très attentifs au lever ou au coucher de cette étoile. Ensuite, pour le deuxième, de Petit Ménec, nous avons cette direction et on trouve que c'est 66 degrés en 4400, c'est aussi le lever de Pollux, donc c'est encore la même chose. Et les gens ont mis ces valeurs de rangée pour le lever de Pollux. Et alors pour le troisième, on trouve un azimut de 44 degrés. Ça, c'est nouveau. On n'avait jamais vu encore ces azimuts. Et on se demande quel est l'astre qui se lève vers 44 degrés. Alors, on effectue des calculs de trigonométrie sphérique qui permet de trouver la déclinaison de l'astre qui se lève dans l'azimut 44 degrés et on trouve une valeur de la déclinaison égale à 29 degrés. Or, 29 degrés, c'est égal à 24 degrés plus 5 degrés. 24 degrés, c'est l'inclinaison de l'écliptique de l'axe de rotation de la Terre par rapport à l'axe de l'écliptique. Donc c'est très bien. Et 5 degrés, c'est l'inclinaison de l'orbite de la Lune par rapport à l'écliptique. Donc ça fait 29 degrés. Donc ça correspond à la déclinaison de la Lune au maximum de hauteur. Et cet événement arrive extrêmement rarement. C'est un événement très rare. Alors, donc voilà, ces 44 degrés, ça correspond à la Lune le plus au nord possible. Et alors, ça avait intrigué visiblement ça, mais pourquoi? Alors, voilà ce qui se passe. Nous sommes au solstice d'hiver. À ce moment-là, Carnac, ça se trouve quelque part par ici. Nous sommes à midi, et le Soleil est en hiver extrêmement bas, à moins 24 degrés, sous l'équateur terrestre. Ensuite, la Terre tourne de 12 heures et on voit la pleine Lune qui se trouve à 5 degrés de hauteur par rapport à l'écliptique. Ici, vous avez l'écliptique au minimum de hauteur et de l'autre côté, elle se trouve au maximum de hauteur. Vous rajoutez 5 degrés, vous avez 29 degrés. Et à ce moment-là, vous avez la pleine Lune en même temps que le Soleil au solstice d'hiver
pour cette direction. Et alors, c'est là où est arrivée une information de mon collègue Luc Poussel, qui m'a transmis une information qu'il avait captée sur Radio-Canada, et comme quoi les pleines lunes pendant un solstice se reproduisaient tous les 30 ans, ce que je ne savais pas. Et alors, cette information est fondamentale parce qu'on peut comparer cet événement à ce qui se passe en Égypte. En effet, les couronnes rouges sont fabriquées avec une hyperbole. Alors cette hyperbole, ça correspond à la trajectoire de la Lune en Égypte, dans le nord de l'Égypte, pour une position de la Lune au maximum de hauteur vers le nord. Et cette couronne rouge, donc, a un rapport avec le Soleil, mais à l'époque, je ne savais pas pourquoi. Donc j'avais trouvé que ça correspondait à une pleine lune pendant un solstice, donc la même chose que ça, mais je ne savais pas pourquoi. Or, comme il y avait une information qui disait que la pleine lune, pendant le solstice, se produit tous les 30 ans, et en Égypte, il y a une fête qui s'appelle la fête Sed, qui est une fête des rites que doit accomplir le pharaon. C'est une fête de régénération du soleil. Et alors à ce moment-là, tout s'éclaire. Ça veut dire que tous les 30 ans, les Égyptiens faisaient des fêtes pour fêter la pleine lune lorsqu'elle était le plus au nord possible. Ça veut dire qu'elle était le plus au nord possible, donc elle avait un maximum d'énergie, et elle allait aider, à travers la couronne rouge du pharaon, le soleil, qui était en hiver au minimum d'énergie, de repasser en été pour reobtenir le maximum d'énergie de l'été. Et c'était dévolu au pharaon d'aider le soleil avec sa couronne pour qu'il repasse en été. Donc c'était les mythologies solaires de l'époque. Donc on se retrouve avec quelque chose d'identique aussi bien à Karnak qu'en Égypte. Et la première couronne rouge a été gravée en 3600 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 800 ans après le petit Ménech. Alors, tout ça, c'est bien joli, mais ça implique des choses extraordinaires. S'ils ont mis ces alignements à 44 degrés, ça veut dire que les gens savaient qu'il y avait un cycle de 30 ans. Donc, pour avoir un cycle de 30 ans, ça veut dire qu'ils avaient transmis l'information au cours du temps et sur des dizaines, voire des centaines d'années. Il en est de même pour le Ménech, le premier alignement. Vous avez vu que les coïncidences, les conjonctions entre Vénus et Jupiter se produisent tous les 24 ans. Ça ne se fait pas comme ça. Donc il faut qu'ils aient compris qu'il y avait une périodicité de 24 ans. Donc il a fallu qu'ils travaillent et qu'ils enregistrent les données pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Or, pour cela, il faut que les chamans aient des élèves, ils transmettent l'information. Mais en plus, il faut aussi qu'ils aient des supports gravés qui leur permettent de se rappeler des positions des planètes dans le ciel. Or, ces supports gravés, ça peut être des plaques de bois qui ont disparu, ça peut être aussi des os gravés, ou ça peut être aussi des pierres gravées. Et vous en avez une, par exemple, je pense, qui se trouve au musée Castrum Vettus, qui a été trouvé par M. Courtin, Jean Courtin, il y a à peu près 50 ans. Et à ce moment-là, elle est positionnée au musée de Castrum Vettus, et on trouve un galet avec des gravures dessus. Et il y a aussi un autre galet gravé à peu près identique qui a été trouvé récemment dans le Yorkshire, c'est-à-dire au milieu de l'Angleterre à droite, et qui date de 9000 ans avant Jésus-Christ. Donc il est très probable que ces pierres gravées sont des mémos de position astronomique.